Bonjour, bienvenue à Au-delà des limites. Bonjour Yvan. Bonjour Francine. Ça va bien? Oui, je suis un peu énervé. Un peu énervé? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ben oui, on reprend une nouvelle saison, oui, c'est en ça. fait, c'est ça. Mais ça n'empêche pas qu'on peut écouter les entrevues qui ont été réalisées les années antérieures sur le site de Canal M. Alors, donc, on est à Au-delà des limites. C'est un balado que nous animons, Yvan Deslauriers et moi-même, Francine Forget. Je vous rappelle que Au-delà des limites, c'est une conversation d'une heure avec des gens qui sont là pour parler d'eux, pour parler de leur réalisation. Ça se fait de manière très naturelle. Alors, c'est sans complaisance, c'est des personnes déterminées, persévérantes, résilientes, qui vivent avec un handicap ou certaines limitations. Et on met l'accent, comme je l'ai mentionné, sur leur parcours et leurs projets. Aujourd'hui, Yvan, on reçoit une entrepreneure, une communicatrice et une enseignante, Cynthia Hamel-Gamache, qui, due à une malformation, a été amputée dès la naissance à la jambe droite et au pied gauche. Bon, c'est le genre de situation qui aurait pu la ralentir, c'est le cas de le dire, mais ça a créé chez elle plutôt une sorte de résilience. C'est ses propres mots que je cite. Donc, au cours de la prochaine heure, on va rentrer dans l'univers de Cynthia Hamel-Gamache. Bonjour Cynthia. Bonjour Francine, bonjour Yvan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation d'ailleurs. J'ai bien hâte d'échanger avec vous. Cynthia, je te dis merci 2 fois parce que je sais pas, est-ce que là, t'es remise un peu de ton grand voyage que tu as fait? En fait, tu as été 1 mois en Europe, c'est ça? Tout à fait. Et tu es revenue quand, là? Je suis revenue cette fin de semaine, donc ça fait à peine un petit peu plus que 48 heures. Donc je me remets. J'ai la chance d'avoir un bon système, mais c'est sûr que le décalage horaire après 1 mois se ressent un tout petit peu. Un tout petit peu. Alors, tu as été en mission en France, principalement? Oui, oui, tout à Oui. fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ben oui, avec grand plaisir. Le début de mon périple s'est fait en Grèce. Donc, j'ai été à un congrès de FCEM, donc Femmes chefs d'entreprise mondiale, qui regroupe une quarantaine de pays. Donc, c'est bien agréable. Là, on échange à travers différents panels avec plusieurs, bien entendu, c'est toutes des femmes entrepreneurs. C'est une organisation qui est à la base française. Donc, c'est très francophile aussi. J'ai eu la chance de rencontrer des entrepreneurs exceptionnels grecs, bien entendu, puisqu'on était dans leur pays, et de rencontrer encore des gens que je connaissais, bien entendu, depuis quelques années, et de nouveaux visages. Donc, c'est toujours des beaux congrès. Et je suis très privilégiée de pouvoir y participer. Puis par la suite, là, j'ai continué mon périple en France. Donc, je suis allée à Paris et je suis allée voir des collègues en Alsace et retourner par la suite encore à Paris pour revenir au Québec. Donc, une belle mission là, d'1 mois, moins 2 jours parce que je suis partie le 30 octobre et je suis revenue le 28 novembre. Donc, c'est presque 1 mois complet. Est-ce qu'il y a des clients là-bas que tu rencontres quand tu vas en mission comme ça ou c'est toujours pour faire du développement seulement? C'est pour rencontrer aussi les clients qu'on a déjà. Donc, je fais ma tournée. Ben, nos clients sont principalement en France, en Europe. Donc, c'est toujours bien agréable de pouvoir prendre le temps de s'asseoir, de présenter certains des résultats qu'on a eus à travers l'année 2025 et de prévoir aussi l'année à venir parce qu'on s'en vient vers la fin de l'année bientôt. Donc, c'est vraiment pour faire toutes ces choses-là. Puis, c'est le fun de se voir en vrai. La majorité de notre travail se fait à distance, donc parfois c'est bien de s'asseoir ensemble là, et prendre le temps. Le contact humain, hein, il n'y a jamais rien de mieux. Exact. Dis-moi, depuis ce que j'ai compris, là, c'est que depuis le début,
de ton entreprise. On va y revenir bientôt, là. Mais depuis ce temps-là, tu fais des missions à l'international. Est-ce qu'à l'époque, on t'a pas dit, ça n'a pas d'allure, il faut absolument que tu consolides ton entreprise avant de penser à t'exporter? Est-ce qu'on t'a dit ça? Oui, puis on m'a dit aussi que c'était pas une bonne idée d'exporter en Europe ou du moins d'offrir nos services à la clientèle européenne puisqu'on avait les États-Unis qui est notre partenaire naturel, si je puis dire. Puis bon, moi, j'avais comme un feeling, si on pourrait le dire comme ça, que je me disais, il me semble que tout le monde est vers les États-Unis, ça serait bien de diversifier un peu le marché. Et bon, aujourd'hui, je pense que j'ai j'ai gagné mon pari, si on pourrait le dire comme ça, là. L'année 2025 m'aura donné raison, visiblement. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas affaire avec le reste de l'Amérique du Nord, bien au contraire, mais faut comprendre que nous, on aide principalement là, les entreprises françaises à se développer justement au Québec, au Canada et dans l'Amérique du Nord en général. Fait que c'était plus intéressant là, pour nous d'aller vers l'Europe pour les aider justement à développer ce marché. Est-ce Donc, qu'il y a des gens qui, à l'époque, t'ont dit ça, que tu as revu après et sans leur dire j'avais raison, mais qui quand même constatent les résultats? oui, oui, tout à fait. Et bon, je pense que, tu sais, c'était correct de leur part parce que dans leur domaine, c'était plus logique. Mais oui, avec le temps, bon, le but, c'est pas d'avoir raison, hein. Le but, c'est de gagner tout le monde Bien ensemble. sûr. Mais quand même, oui, c'est sûr que c'est arrivé, là, particulièrement dans la dernière année. Ouais, j'ai trouvé que ça, on m'a redonné raison. Puis, j'en reçois pas nécessairement du plaisir particulièrement. Je suis juste contente que ça allait fonctionner puis qu'on ait réussi notre pari. Mais à la fin de la journée, je suis contente aussi de bien accompagner nos entreprises puis de faire vraiment la différence à travers nos services, là. C'est vraiment ça. Mais je vous écoute, mesdames, là, puis Cynthia, j'aimerais ça que tu nous résumes le service que tu offres pour qu'on Bien sûr. comprenne bien c'est quoi l'impact d'aller à l'international dès le début. Oui, ben c'est une bonne question. En fait, Elias Communication Marketing, c'est né là, en 2015. Donc déjà, ça fait une dizaine d'années. On a des services en communication marketing 360. Donc, il faut comprendre qu'on fait tout ce qui est stratégie au niveau, études de marché, mais on fait tout ce qui est opérationnel aussi. Donc, relations publiques qui inclut les relations avec les médias, les nouveaux médias aussi, dans le marketing d'influence et, bon, la gestion de crise. Mais aussi tout ce qui est rédaction de contenu, marketing numérique, développement web, conception graphique, etc. Donc, on aide vraiment dans l'occurrence pour l'émission à l'international, on aide vraiment les entreprises européennes à adopter nos codes en Amérique du Nord, au Québec, puis au Canada plus particulièrement, pour se développer correctement dans un nouveau marché. Parce que, bon, les entreprises francophones en Europe se disent, ah, ben, on va commencer par le Québec, c'est francophone aussi, mais on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas la même manière de s'exprimer, même si on parle le français. Donc, nous, on vient vraiment aider ces entreprises-là. Et il y a une équipe en bonne partie franco-québécoise, on est capable de faire ce pont-là, puis cette traduction-là, si je pourrais l'exprimer ici. Alors, bon, on a parlé là, de Elias, justement, 10e anniversaire en 2025. Tu avais 22 ans. Je dévoile ton âge. Est-ce que ça te Oui. dérange ou OK? Il est trop Parce tard. qu'on on n'en a jamais parlé, mais je me suis dit qu'à cet âge-là, pouf, on n'a pas trop de problèmes. Quand c'est la moitié de notre âge, on Oui, peut. exactement. Donc, tu fondes ton agence. Tu viens de le dire, là, tu voulais faire une différence dans le domaine des communications marketing. Mais tu m'as déjà dit, je veux aussi faire une différence dans la vie des gens. Oui, Oui. tout à fait. Alors, Oui, explique-toi, justifie. c'est une bonne question. Ben, en fait, je pense que ça vient de loin, hein, le fait de vouloir faire une différence dans la vie des gens, parce que moi-même, j'ai été beaucoup accompagnée, aidée, puis j'ai vu l'impact que plusieurs personnes ont eu sur ma vie. Donc, aujourd'hui, je pense que je veux redonner. Puis je l'ai fait à travers plusieurs choses dans ma vie, dont en m'impliquant dans des organisations à but non lucratif, ce que je fais toujours d'ailleurs, et en m'impliquant aussi dans des entreprises
en offrant des services, oui, de communication marketing, mais je pense que ça change vraiment la vie de certains entrepreneurs, l'accompagnement qu'on fait. Puis ça, c'est une grande fierté. Dès le départ, je te dirais, tu as vu l'importance de faire les choses autrement. Et il y a deux choses, moi, qui me frappent. C'est jusqu'à quel point c'est une entreprise qui est agile, beaucoup, beaucoup d'agilité, et aussi en télétravail. Et là, en télétravail, aujourd'hui, là, on dit ça, là, bon, hein, Yvan me regarde et dit 2025, tout le monde fait du télétravail. Oui, mais en 2015, en 2015, alors comment c'est arrivé, ça, dans ta vie? C'est une Que bonne tu question. dis, c'est cette orientation-là que je prends, c'est mon modèle d'affaires. Ben, encore là, je pense que j'avais, je sais pas, une vision de ce que ça allait devenir. Puis, de la même manière que nous focusons un petit peu sur l'Europe, je me suis dit, c'est intéressant d'avoir un modèle un petit peu plus, comme tu disais, je vais reprendre tes mots, agile. Puis effectivement, c'est comme ça qu'on se décrit beaucoup chez Elios. Et d'avoir aussi la possibilité d'aller chercher des experts dans leur domaine plutôt que dans un lieu géographique précis. Il faut se rappeler que au Québec, on est seulement 9 millions sur un territoire immense. Et pour moi, c'était un non-sens de me dire, mais je vais juste me focuser sur un endroit parce que c'est le bureau qu'on va ouvrir. Puis je ne pourrais pas aller chercher des experts qui se situent dans le centre du Québec, en Outaouais, à Québec. Bref, donc moi, c'était vraiment sur cette optique-là, au départ, que je me suis dit, ouais, il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à ça parce qu'on a tellement des beaux modèles au Québec. Euh, donc, il faut quand même arranger le tout pour qu'on puisse vraiment aller chercher, pas des beaux modèles, plutôt des beaux experts au Québec. Il faut qu'on soit capable d'aller les chercher plutôt que juste focuser sur un lieu géographique précis. Donc, bien entendu, les gens comprenaient pas nécessairement parce qu'à l'époque, en 2015, on se rappelle, c'était beaucoup axé sur le bureau, sur l'espace de travail, sur Mhm. l'engagement des employés, comment qu'on allait faire pour les engager dans leur espace de travail. Puis moi, je me suis dit, c'est l'engagement de quelqu'un, d'une personne avec qui on travaille, c'est pas nécessairement toujours l'espace de travail, mais comment qu'on réussit à créer un environnement tous ensemble. Puis, moi, ça m'amène la question, on est en 2015, comment tu fais pour faire ton recrutement? Tu prends le Oui. téléphone puis tu dis bonjour, je m'appelle Cynthia Hamel Gamache, puis je pense qu'on pourrait travailler ensemble. Est-ce que c'est comme ça que tu as abordé les choses? Ouais, ben, faut comprendre aussi que j'ai eu une bonne question. Encore une fois, j'étais à l'université, j'ai rencontré plusieurs personnes, j'avais la chance d'avoir un réseau assez fourni, fait que j'ai commencé avec quelques collaborateurs comme ça. Puis par la suite, effectivement, le recrutement là, s'est fait en ligne, à travers des références surtout. Puis moi, je suis très fière de dire que les gens chez nous sont en moyenne là depuis 5 ans, 6 ans. Hmm. On se rappelle que c'est une entreprise quand même qu'une dizaine d'années. Donc, Ouais. l'engagement de nos collaborateurs, nos experts sont... Et là, c'est plus... Puis on a monté l'équipe parce que, bon, la demande a augmenté. Bien sûr, pendant la COVID, on avait déjà le modèle parfait pour ce moment-là. Puis par la suite, ben, ça a continué. Puis ça ne fait que prouver notre place dans le marché, hein. Si je me réfère à ton site, on dit que justement, tu as 40 collaborateurs. C'est quand même beaucoup. Comment, en matière de leadership, on arrive à créer des liens entre 40 collaborateurs, hein, d'en faire une équipe d'une certaine manière, qui sont situés un peu partout sur le territoire? Comment tu arrives? Quelle sorte de leadership tu dirais que tu as pour arriver à faire ça? Mais je pense qu'il faut mobiliser le fait qu'on ait des projets tout le temps que c'est par client. Je crois que c'est vraiment ça notre chance qu'on a là, c'est on est tous sur un projet commun. Oui, il y a la bannière Helios, mais à travers tout ça, ben il faut arriver à faire à retomber des projets, à arriver à une ligne d'arrivée tous ensemble. Donc ça crée un sentiment de d'aide ou de collaboration tous ensemble. C'est pour ça qu'on se nomme collaborateur pour qu'on arrive au résultat commun. Donc, je crois que c'est la richesse de ça. Puis on a tout le temps des projets différents. Donc, il faut s'entraider.
C'est vraiment ça, c'est l'entraide là, qui fait toute la différence. La communication, bien sûr, on est une entreprise de communication, mais la communication entre les différents acteurs, entre les différentes parties prenantes fait toute la différence aussi. Donc, je pense que c'est vraiment la volonté de tous de faire arriver des projets qui fait vraiment que les gens sont mobilisés tous ensemble chez Elios. Alors, c'est comme ça que vous desservez vos 230 clients dans 12 domaines, quand même 12 domaines différents. C'est beaucoup. Et des entreprises différentes. Hein. Il y a des entreprises qui sont plus au BNL ou en tout cas dans le domaine de l'inclusion et tout ça. Là. Vous avez toute cette gamme-là, hein? Santé. Oui. Ça fait beaucoup d'entreprises en santé dans le domaine de l'immobilier, construction, des entreprises dans le domaine alimentaire, manufacture, culture aussi. Donc, ça donne aussi euh, les collaborateurs. Pour revenir sur les collaborateurs, c'est le fun parce que c'est tout le temps différent. On a tout le temps des projets variés. Puis ça nous permet aussi de penser en dehors de la boîte, pour reprendre l'expression en anglais, think outside the box, Mm. parce on est toujours dans des projets justement variés, fait que d'une place à l'autre, des fois, on essaie des choses, puis on se dit, ah, ça pourrait peut-être être bien dans ce domaine-là. Donc, ça permet aux entrepreneurs, aux entreprises de bénéficier d'une expertise vraiment grande, là, puis d'une richesse incroyable qu'on a chez nous. Dis-moi, tu t'es fait un cadeau d'anniversaire, hein, pour ton 10e. Elias Intelligence. Donc, je Ouais. comprends que c'est une autre entreprise. Parle-nous-en donc un petit peu. Oui, mais Elias Intelligence, c'est un projet que je croyais qu'elle allait prendre quelques années, peut-être, à prendre son envol. Et effectivement, c'est un petit cadeau d'anniversaire. C'est venu d'un constat que plusieurs entreprises, nous, on arrive, il faut comprendre qu'en communication marketing, on arrive en bout de piste. Hein, quand je dis en bout de piste, c'est que souvent tout est fait et on essaie de faire rayonner le plus possible l'entreprise pour qu'elle arrive à ses buts. Et le constat des 10 dernières années, c'était que plusieurs entreprises veulent rayonner, mais n'ont pas nécessairement la structure administrative ou la structure technologique plutôt qui permet de soutenir justement ce rayonnement-là. Et avec notre équipe, j'avais déjà l'équipe qui était incroyable au niveau technique, au niveau intégration, au niveau vraiment technologique, de littératie numérique, parce que c'est vraiment de ça qu'on parle, c'est le problème de littératie numérique dans les entreprises. Puis on se regarde souvent le nombre au Québec, puis on se dit, ah, mais nos entreprises, c'est nous au Québec qui sont en retard. Pour avoir une vision globale du reste du monde occidental, je vous affirme que c'est partout pareil, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir sur nos lauriers puis dire, ben, on va rester comme ça, au contraire. Donc, pour arriver à aider les entreprises avec ce gap-là numérique, on s'est dit, ben, il faut qu'on les aide en amont. Puis par la suite, ça va être plus facile de continuer le rayonnement en communication marketing. Donc, on est arrivé à faire des automatisations de processus de nature humaine et matérielle, ce qui aide vraiment de manière concrète les entreprises pour que par la suite, ils peuvent se concentrer à avoir tout à une seule et même place quand ils ont des logiciels qui marchent et qui sont parfaitement alignés avec eux pour qu'ils puissent se concentrer sur le reste par la suite. Alors, d'emblée, quand je t'ai présenté, j'ai dit que tu étais un genre de modèle de résilience et tu disais justement que c'est ce qui t'est arrivé à la naissance qui avait renforcé cette résilience-là. Mais justement, on va essayer de voir avec une invitée, Marlène Girard, qui a été longtemps directrice générale de l'Association des amputés de guerre du Québec, comment s'est forgée cette résilience. Alors, on va parler un peu, Cynthia, de ton enfance. On dit bonjour à Madame Marlène Girard. Bonjour, Madame Girard. Bonjour à vous toutes et tous. Bonjour. Alors, on va commencer, Cynthia, par parler un peu de tes débuts, si on veut. Et je vais me tourner pas longtemps après vers Marlène Girard pour voir c'est quoi le lien à un moment donné. L'association arrive dans ta vie et ça va avoir des effets importants par la suite. Alors, Cynthia, parle-nous un peu de ta famille, de ton cocon. Oui, avec plaisir. Donc, ben, moi, je suis la première enfant de mes parents, donc Lise et Denis, pour les nommer. Oui. Donc,
Ils ont eu la surprise, un petit peu avant ma naissance, de savoir qu'il me manquait une partie de ma jambe droite et de mon pied gauche. Donc, bon, dans cette surprise-là, on se rappelle que c'est des années 90. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne sait pas exactement, il n'y a pas autant d'exemples de personnes amputées. On n'a pas Google pour juste regarder rapidement qu'est-ce qui est possible au niveau prothétique, au niveau de qu'est-ce qui va se passer dans notre vie, juste enfance, adolescence et même adulte. Donc, mes parents ont décidé de m'inscrire à l'association des amputés de guerre. Non, Et c'est comme ça que j'ai connu, même comme Marlène m'a connue avant que moi je m'en souvienne bien même. bien entendu. Ouais, à l'association des amputés de guerre. Et j'ai la chance aussi d'avoir un petit frère là, de 5 ans de différence avec moi. Donc, on est une belle famille de quatre, mon petit frère Nicolas. Puis, jusqu'à présent, dans la conversation, tu fais montre de beaucoup de réflexion dans tes choix, dans tes décisions, dans ta manière de faire. Tes parents, est-ce que ce sont des gens qui, eux aussi, c'est des gens réflectifs, c'est des gens qui pensent à comment ils vont aborder les choses? Je crois que oui. À travers mon enfance, je crois qu'ils se sont placés comme des personnes qui m'ont vraiment accompagnée dans ma différence. Puis je pense que c'est la bonne chose à faire parce que éventuellement tu deviens une personne autonome. Donc je pense qu'ils ont vraiment réfléchi à comment l'éducation pour eux, comment qu'ils allaient l'aborder. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à me développer de manière autonome en tant que personne. Je crois que c'est ça le rôle, mais c'est ma perception, bien entendu. Je crois que c'est ça le rôle des parents Mhm. à la base, là, d'être là en accompagnateur pour éventuellement que les enfants quittent le nid et s'envolent. Donc, ces réflexions-là sur l'éducation, on a eu beaucoup de conversations avec mes parents. Il n'y avait pas de sujet tabou chez moi. Donc, ça l'a vraiment aidé, je crois, à me forger cette personnalité-là, puis m'aider à justement vraiment réfléchir à mes décisions. Des fois, c'est peut-être un peu trop de réflexion, hein? On est pas parfait. Mais je crois qu'avec le temps, on se dit, bon, faut foncer. Puis ça, c'est le petit côté entrepreneur qui est... Ouais. Est-ce que tu étais bonne à l'école? Non, pas du tout. Pas du Beaucoup. tout. Ça, je suis très surpris. Ouais, pas du tout. Je crois que justement, je dois beaucoup à mes parents et mes grands-parents, ma grand-mère, là, qui était toujours là, les leçons, les devoirs, etc. J'ai étudié longtemps. Pour moi, l'apprentissage est une grande richesse. J'adore apprendre. Il y a plein de matières là, que j'adore, là. Mais ce n'était pas inné, si je pourrais dire, Ouais, pour ouais, moi. ouais. Non, c'était pas naturel. Non, puis peut-être que tu sais, on parle de résilience physique, mais bon, la résilience physique en a peut-être amené une autre qui est la résilience cognitive, dans le sens que vraiment l'apprentissage et tout, pour moi, c'était vraiment, vraiment important. Fait que pour moi, non, l'école, je sais pas pourquoi tout le monde pense que je l'ai eu facile et pas du tout. Non, vraiment pas, mais c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, ça fait une autre résilience il n'y a pas rien d'impossible dans la vie, Ouais, du tout. puis ça doit te donner aussi une compréhension des gens qui est un peu différent, là, parce que c'est pas tout le monde qui l'a facile non plus, là. Non, effectivement. Madame Girard, je me tourne vers vous. Il y a des parents qui vous font signe en disant dans ce cas ici, j'ai eu une enfant qui a été amputée. Comment ça, qu'est-ce que ça déclenche dans votre organisation? Alors, d'une part, j'aimerais vous dire un gros merci de m'avoir invité. Alors, et je dis un beau bonjour à Cynthia. Bonjour, Marlène. Allô? Et puis, moi aussi, ça m'a surpris là, lorsque Cynthia vient de mentionner qu'elle n'était pas bonne à l'école. Mais je peux vous dire qu'avec la persévérance, il est certain que ça a sûrement fait une différence parce que moi, j'ai connu Cynthia, puis depuis que je la connais, ça a toujours été une petite fille très allumée. Maintenant, pour répondre à votre question, lorsque ses Oui. parents ont communiqué avec l'Association des amputés de guerre, alors cette association-là, naturellement, c'est un organisme sans but lucratif qui est national, puis qui a une section au Québec. Et puis, notre mandat, d'une part, l'association ne reçoit aucune subvention gouvernementale. Ah, Et exactement. Et elle, dans le fond, elle vit que grâce à la générosité des gens qui offrent des dons par le service des plaques porte-clés et des étiquettes adresses.
Alors, et l'association, naturellement, a débuté en 1918 lorsque les anciens combattants de la Première Guerre mondiale sont revenus de la guerre. Alors, naturellement, beaucoup d'entre eux sont revenus avec un membre en moins. Et eux ont formé justement un groupe d'entraide pour s'aider, eux, lorsqu'ils sont revenus de la guerre, et avec naturellement une différence parce qu'ils étaient amputés. Et au fil des ans, naturellement, cet organisme-là a grandi. Et les anciens combattants, par la suite, ont décidé de venir en aide aux enfants. Tout ça a commencé en 1975. Alors, l'association a décidé de venir en aide justement aux enfants amputés. Et les causes d'amputation, alors c'est soit qu'il y avait, comme Cynthia, une malformation à la naissance. La deuxième cause, ça peut être suite à un accident. Et finalement, l'association est là justement pour aider ces enfants-là, et tout l'aide qu'on apporte, tout ça est gratuit. Alors souvent, les familles, lorsqu'ils inscrivaient leur enfant, avaient un petit peu de misère à croire, c'est impossible que vous offriez toute cette aide-là sans que nous, on ait à donner quoi que ce soit. Oui, sans apport financier, finalement. Exactement. Et puis, l'autre cause qui me vient en tête, juste pour finir sur les trois causes, c'était suite à un accident. Alors ça, c'était la cause d'amputation peut-être la plus difficile parce que les enfants, eux, avaient connu ce que d'être une personne avec tous ses membres. Et naturellement, lorsque tu perds un membre, c'est peut-être plus difficile à accepter que lorsque tu es né de cette façon-là, parce qu'à quelque part, les enfants qui sont nés avec une malformation n'ont rien connu. C'est leur vie qui est comme ça. Exactement, c'est leur vie. Eux autres, ils ne connaissent pas mieux. En fait, ils connaissent pas mieux, ils ont toujours été comme ça. Oui, c'est ça. Maintenant, pour avoir travaillé plusieurs années à l'association, moi, ce que j'ai remarqué chez ces jeunes-là, c'est que d'une part, ces jeunes-là, je trouve ils étaient matures beaucoup plus que les jeunes de leur âge. Parce qu'ils devaient faire face, justement, à des situations que les autres n'avaient pas à faire face. Alors, en fait, de par cette façon d'être, c'est certain que nous, on les appelait les vainqueurs. Parce que, d'une part, s'il y avait une chose qui pouvait les insulter, c'était de les traiter avec pitié. Alors ça, c'était un non, pas question. Mm-hmm. Parce que eux autres voulaient se démarquer dans le fond, voulaient exprimer que le fait qu'il manque un membre, mais c'est pas parce que qu'il me manque un membre que je ne suis pas capable de faire telle et telle chose. Tout à fait. Ça, c'était plus dans la mentalité des gens qui ne connaissent pas finalement. Et c'est correct parce que c'est plus par l'ignorance de la situation. Bien entendu. Alors, ces petits enfants-là se sont toujours démarqués et démontraient, comme Cynthia le mentionnait au niveau cognitif, ces jeunes-là étaient vraiment plus matures, puis étaient des gens débrouillards. Ils voulaient toujours démontrer qu'ils pouvaient le faire malgré leur handicap. Francine. Oui, mais je voulais demander, excusez-moi Marlène, je voulais demander, parce que là, on est très proche de la première entrevue que Cynthia a accordée. Elle avait 5 ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Et Cynthia, est-ce que tu te rappelles, bon, je sais qu'il y a plusieurs choses qui sont disponibles sur YouTube concernant ça, mais est-ce que tu te rappelles de ça, de cette période? Et, là, on s'approche des enfants de la télé, là. Oui, on s'approche des enfants de la télé, effectivement. Moi, je me rappelle pas particulièrement de cette entrevue-là, mais ce que je peux dire, c'est que je me rappelle le moment que je me suis rendu compte de ma différence. J'avais justement dans cet âge-là, à peu près 5 ans, l'entrée à la maternelle, pour être plus précis. J'ai vraiment un souvenir vif là, de quand je m'en suis rendu compte. Puis je me souviens de la réflexion d'enfant que j'avais eue à ce moment-là, qui est, tout le monde a quelque chose de différent de toute façon. Bon, en vieillissant, ça vient un peu plus se bousculer, mais
rendu à l'âge adulte, on se rend compte que dans le fond, cette réflexion-là était pas si mauvaise que ça. C'est-à-dire que tout le monde a son petit sac de roche à traîner. Ça dépend vraiment comment qu'on le traîne. Puis ça fait vraiment, c'est vraiment ça. Donc, la période de cette entrevue-là, pour répondre à la question, je m'en souviens pas parfaitement. Je me souviens des entrevues que j'ai accordées par la suite quand j'étais rendue un petit peu plus vieille. Puis c'est ça qui est beau avec l'Association des amputés, c'est que ça m'a ouvert sur le monde des médias. Puis bon, dans la vie, je suis professionnelle en relations publiques. C'est mon titre vraiment plus précis. Et c'est ça qui m'a ouvert sur le monde de la communication marketing, là. C'est entre autres faire partie de l'Association des amputés de guerre. Mhm. Ça m'a aidé à développer ces outils-là puis cet intérêt-là. Madame Girard, la promotion de l'association est beaucoup basée sur des témoignages d'enfants. Même encore aujourd'hui, j'en ai vu Oui. j'ai vu une publicité il n'y a pas longtemps. Probablement Camille Chai, peut-être, qui vient d'avoir un petit bébé. Ah, peut-être aussi. Oui. Aussi. Et Comment vous faites pour choisir ces enfants-là? Comment ça fonctionne? Parce que vous OK. recevez des demandes des parents, mais pas nécessairement pour qu'ils aillent faire de la publicité par la suite. Ah, pas du tout, pas du tout. Première des choses, nous, on est là pour venir aider les enfants et la famille, les informer de ce qui est disponible pour eux, pour améliorer leur qualité de vie. Et ça, sans frais, parce que c'est grâce à la générosité du public. Maintenant, jamais qu'à l'association, on obligeait qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Ça, c'était vraiment primordial. Par contre, à l'association, alors, le chef des services administratifs, qui malheureusement aujourd'hui est décédé, était M. Cliff Chatterton, qui travaillait à notre bureau principal à Ottawa et qui, lui, était lui-même naturellement un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale et qui est revenu de la guerre avec une jambe en moins. Et ce monsieur-là était un grand visionnaire. Et lui, tout ce qu'il voulait, c'était de faciliter la vie des jeunes et aussi il voulait aussi que ces jeunes-là constatent, OK, peut-être que vous allez être peut-être diminué de certaines façons physiquement, mais mentalement, non. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors, pourquoi Cynthia a eu la chance finalement, en fait, de découvrir un petit peu le monde de la communication, c'est qu'on avait un programme, en fait, là je dis on avait parce que je suis à la retraite, mais c'est toujours existant. Oui, Alors, on fait toujours partie de ces associations-là de toute façon. Alors, à l'association, on a un programme qui s'appelle les conseillers juniors. Alors, les conseillers juniors, c'est des jeunes amputés qui ont joint l'association admettons, depuis quelques années. Et puis, eux, finalement, s'ils le désirent, alors, ils peuvent devenir conseillers juniors, puis leur petit mandat, c'est de venir en aide aux plus jeunes qui se joignent récemment à l'association. Oui. Parce qu'eux ont plus d'expérience. Alors, c'est pour ça qu'on dit toujours, il y avait un genre de petit motto qu'on disait, les amputés s'entraident. Parce que qui de mieux placé pour une personne amputée pour en aider une autre? Bien sûr. Alors ça a toujours été ça. Alors, on avait formé justement avec les conseillers juniors, parce qu'on avait en fait, l'association a un séminaire annuel, un à Québec, une année, un à Montréal, où on invite l'enfant amputé et la famille pendant une période de 2-3 jours, durant laquelle on donne toutes sortes de séances justement pour aider les jeunes à se développer et voir toutes les possibilités qui sont offertes à eux. Et puis c'est là que vous avez découvert votre vedette. Là. Exactement. Alors, naturellement, nous, lorsqu'on fait le programme du séminaire, alors on a un atelier qui s'appelle l'atelier des conseillers juniors. Et là, nous, dans le fond, le but, c'est toujours d'amener les jeunes à être au même niveau que les autres, parce qu'ils partent avec un petit moins, vu qu'il leur manque un membre, et on veut les ramener toujours à la même hauteur que les autres. Mm-hmm. Et puis, là, on leur donnait une petite séance, puis on leur disait, si vous voulez, parce que, naturellement, un des buts de l'association,
pour recevoir le plus de dons, c'est de se faire connaître. Et là, on se disait, si ça vous tente, bien, souvent, les médias, que ce soit la presse écrite, la radio, la télévision, communiquent avec l'association pour avoir des renseignements, justement, de l'aide qu'offre l'association pour que les gens sachent exactement où vont leurs dons. Et là, Madame Alors, Girard, je vous oui. arrête parce que vous m'ouvrez une porte pour Oui. pour mon prochain segment, qui est le mentorat. Mais vous nous avez donné énormément d'informations sur le fonctionnement de l'association et je suis obligé de vous en remercier tout de suite parce que on a des limites de temps. Alors, Oui. merci beaucoup, Madame Girard, pour votre témoignage et au plaisir de se reparler à une autre occasion. Ça va me faire un immense plaisir et je tiens encore à féliciter Cynthia pour tous ses accomplissements. Rien ne me surprend. Elle est justement le reflet de ce qu'elle a toujours été et puis je la félicite. C'est une personne qui est très allumée, avec un cœur gros comme la terre, puis elle a toujours été là pour aider les autres. Grand merci. Et, Ça m'a fait un immense plaisir. Alors, merci, Marlène. Merci, à la prochaine. Oui. Alors, Cynthia, tu avais quasiment un sourire gêné. Ben, Marlène a toujours des bons mots pour me réaliser. Je suis très privilégiée de la compter dans ma vie, même encore aujourd'hui, rendue à la retraite et tout. C'est une personne extraordinaire qui a vraiment été là pour les familles. Je l'ai vue toute ma jeunesse, là, puis dans ma vie d'adulte aussi. Elle a vraiment à cœur la réussite des enfants du programme Les Vainqueurs, puis ça paraît encore aujourd'hui, hein. oui, hein, on a senti ça, qu'elle était passionnée. Ah oui, elle n'a pas perdu le feu. Oui, tout à fait. Cynthia, j'ai vu une de tes publicités, tu étais vraiment bonne, je trouvais. Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas choisi de continuer dans le domaine des communications de cette façon-là, en étant, je sais pas, comédienne ou... Ben, ça m'est traversé. En fait, c'est vraiment intéressant d'aller dans ce côté-là parce que quand j'étais au secondaire, j'étais persuadée d'aller en journalisme. C'était vraiment la voie dans laquelle je me dirigeais. Et j'avais même fait un journal étudiant que je faisais imprimer de mémoire aux 2 ou 3 mois, là, que j'avais appelé le point final. C'était vraiment un projet qui me tenait à cœur. J'avais interviewé Hugo Girard, des Oh bands oui. quoi. J'étais allée voir plusieurs personnalités connues avec mon petit calepin puis mon enregistreuse du haut de Mhm. mes 14-15 ans. Euh, j'avais du front de bœuf, comme on dit, hein, puis j'arrivais puis je nommais le journal comme si c'était une grosse C'est parution. ça, Puis ben, c'était le soleil qui débarquait, là, hein? Parce que c'est une fille de exact. Québec, Oui, mais alors... je retiens que ça s'appelait le point final. Donc, une fois que tu l'avais écrit, c'était comme ça finit, là. C'est ça, exact. Puis j'avais beaucoup de plaisir là, à faire cette activité-là, qui était une activité un petit peu ben, à côté de l'école, là, bien entendu, mais qui était quand même à l'intérieur de mon milieu scolaire. Puis par la suite, j'ai vraiment fait une réflexion en me disant, bon, le journalisme, ça a ses pour, ses contre. La crise des médias, ça date pas d'hier, hein. Même en 2008, 2009, 2010, ça commençait déjà, là, la crise des médias. Là, on en parle comme si c'était nouveau, là, mais ça fait très, très longtemps. Oui, ben, il y a d'autres dimensions à la crise actuelle, en fait. Oui, tout à fait, bien entendu, mais bon, ça commençait à l'époque. Je me demandais si c'était ça que je voulais ou justement aider un peu plus les entreprises. Bref, je me suis posé plusieurs questions à ce moment-là et la force des choses m'a amené à me dire, mais je crois que c'est vraiment aider de manière large que je veux faire. Ouais. euh, de mon point de vue associatif, des associations avec l'Association de guerre. Mais rappelle-moi juste ton âge à cette époque-là. Ah, j'avais à peu près 15 ans, 14 15 ans, ouais. Pour faire une réflexion de ce genre-là. Enfin, je, je laisse des points de suspension. Maintenant, c'est pas un point final. Non, non, Mais non, bien entendu, ouais. Puis là, ben, c'est ça, je me suis en allée après ça, par la suite, à l'époque, c'est un deck en publicité, puis bon, la force des choses, le fait que j'ai fait du graphisme, de la programmation, de la rédaction, bref, mon petit coffre à outils s'est rempli, oui. littéralement, Puis ouais. il y a
il y a une autre personne qui est devenue majeure dans ton parcours, c'est M. Benoît Lachance. Mm. Qu'est-ce qui a changé dans ta réflexion ou confirmé dans ta réflexion? Oui, tout à fait. Mais en fait, Benoît travaillait à l'époque à l'Association des amputés de guerre. Puis bon, il n'aime pas ça que je dise ça, mais ça a été un point culminant parce que dans ces mêmes années-là, justement, 14-15 ans, il me parlait des études universitaires en communication à l'Université Laval. Moi, je viens de Québec. Mhm. Et je me suis mis à faire des recherches, je me suis mis à regarder vraiment, parce que c'était vraiment, on se rappelle, c'était vraiment les études en journalisme dans lesquelles j'étais focusée. Puis je me suis dit, OK, il y a d'autres manière de vivre de communication, pas seulement à travers les médias, mais de manière détournée, un petit peu, si je pourrais le dire comme ça. Puis être un petit peu à l'arrière-scène. C'est ce qui m'intéressait finalement là, de plus, justement parce que on pouvait faire plusieurs événements, on pouvait vivre toutes nos vies aussi, c'est-à-dire qu'on est tellement dans plein de domaines différents que, puis moi, étant curieuse de nature, je me suis dit, bon, c'est parfait pour moi. Fait que Benoît m'a vraiment aidé dans cette réflexion-là de m'en aller vers les communications. C'était vraiment communication à l'époque, Ouais. marketing, c'est par la suite. Et je le remercie encore aujourd'hui de m'avoir nourri cette réflexion-là parce que ça a vraiment changé ma carrière, littéralement. Puis je serais probablement pas entrepreneur aujourd'hui là, comme s'il n'avait pas été là. Je sais pas si tu le réalises, mais depuis qu'on a commencé à converser avec Francine et tout, le mot réflexion est revenu à plusieurs moments. Donc, est-ce qu'il y a eu des coups de tête à un moment donné dans ton parcours? Euh, Où toutes tes décisions sont bien appuyées sur une réflexion? Ben, je pense que certains coups de tête, ou du moins, ben, prendre la décision contre vent et marée de faire une entreprise avec des collaborateurs, d'avoir juste une entreprise qui était complètement décentralisée, sans bureau, ça aurait pu être considéré comme un coup de tête, effectivement, parce que il y a pas, j'ai pas beaucoup de personnes qui m'appuyaient sur cette décision-là, disons-le, à l'époque, là, en 2015. Puis je crois que ouais, mais pour moi, ça avait du sens dans mes recherches, j'appuyais ça sur des faits aussi, là. Mhm. Que pour moi, ça avait du sens, mais du point de vue extérieur, ça aurait pu être considéré comme un coup de tête. Mais je pense que je fais tout avec la technique des petits pas. C'est-à-dire que même le début d'Elios, c'était à temps partiel. On faisait quand même des beaux contrats là, avec la Fondation Lise Boîtier, l'ACEE, puis des choses comme ça. Fait que c'était non négligeable, même à l'époque. Mais par la suite, quand je l'ai lancé à temps plein, quelques années plus tard, j'étais prête. Le modèle d'affaires était bien étoffé. On avait déjà des beaux exemples de mandats puis de clients. Fait que c'est toujours comme ça un peu que je travaille. Et là, on se dirige vers la section de notre entretien qui parle des causes qui te sont chères. Mhm. Et je continue sur l'idée de la réflexion avec ma question, l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? L'idée du marketing ou l'idée de la mission sociale? Je crois que c'est l'idée de la mission sociale qui est arrivée en premier. Pour moi, c'est assez simple, là. C'est-à-dire que ma carrière, tu sais, il faut comprendre que c'est quand même 80% de notre vie, le travail, là. Donc, pour moi, il fallait que ça ait du sens. Fait que ce faisant, je suis arrivée à un certain moment de ma vie à me dire qu'est-ce que je veux qui transparaisse dans mon petit bout de chemin sur Terre. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai focusé en Mhm. premier. Dis-moi, Cynthia, comment tu situes l'enseignement dans tout ça? Parce que quand même, je regardais, là, c'est depuis 2022 que tu enseignes au Collège Barthes, donc ça fait quand même un certain temps, là. Tu sais, en tout cas, t'étais plus jeune qu'aujourd'hui pour commencer, je te dirais déjà à vouloir partager ton expérience. Oui, tout à fait. Puis peut-être parce que j'ai eu tellement des personnes, des enseignants qui ont tellement eu un bon impact dans mon parcours que moi, j'ai toujours été attirée par l'enseignement, mais de manière naïve. Puis pour la petite blague, je m'étais dit, oh, ça va être un projet de fin de carrière. Finalement, c'est arrivé plus vite que prévu. Comment c'est arrivé, Cynthia? Ouais. C'est arrivé avec quelqu'un qui a parlé de moi au Collège Barthes et ils m'ont contacté, ils m'ont dit est-ce que tu serais intéressé? Puis moi étant une yes girl probablement, tu sais, je dis oui souvent aux opportunités en me disant bon pourquoi pas. On- Essayons, essayons.
bon, puis à l'époque, c'était un remplacement d'une professeure qui était tombée malade. Donc, c'était supposé être de courte durée pour finaliser la session, puis bien clore là, le tout avec les étudiants. Donc, moi, j'ai accepté en me disant, bon, c'est une première entrée, un premier moment que je peux essayer l'enseignement avec une structure puis des gens autour. Et finalement, bon, je me suis retrouvée la semaine d'après à enseigner, littéralement la semaine d'après, je n'étais pas prête du tout, je dois vous l'avouer. Mais bon, je me suis sortie, puis ça s'est très, très bien passé. Puis les étudiants, par la suite, ont donné tellement des bons commentaires que ça m'a donné le goût de continuer. Puis j'ai monté le cours de la manière dont il me plaisait, puis dont j'aurais aimé être enseignée aussi Oui, oui, à oui. l'époque. C'est-à-dire vraiment faire des échanges avec les étudiants, pas juste ma grosse face qui parle pendant 3 heures. Vraiment arriver puis faire des études de cas, de choisir une entreprise puis de monter un projet sur trois travaux longs plutôt qu'avec un examen où qu'on bourre notre crâne et qu'on on met tout ça sur une feuille de papier à la fin de l'année. Moi, c'était vraiment ça. Je voulais qu'il y ait une synergie entre les étudiants et moi-même. Puis j'ai monté ça de cette manière-là. Je crois que avec la montée justement des intelligences artificielles génératives et tout, il y a eu une panique au niveau de l'enseignement. La manière dont moi j'avais monté mon cours à l'avance, parce que ça existait pas là, en 2022, ou du moins il n'y en avait presque pas, Ouais, c'était ben au moi, début, oui. au début, là, il y avait presque rien à part des chatbots puis des choses comme ça. Ben, moi, je suis arrivée avec une structure de cours qui a fait qu'elle tient dans le temps. Puis j'en suis très fière. Puis aujourd'hui, ben, je continue j'enseigne, en fin de session là, en ce moment. Puis l'importance pour toi de la cause sociale, est-ce qu'elle transparaît dans ton enseignement? Je crois que oui, parce que je le mentionne souvent à mes étudiants qu'ils ont une imputabilité, sont en obligation de moyens et non de résultats, parce que c'est ça en communication, des fois il y a plein de choses autour qui se passent qui fait que les résultats peuvent différer d'un moment à l'autre, c'est bien certain, mais ils ont une responsabilité envers ces entreprises-là de les aider à justement à rayonner, puis à faire une différence dans ces entreprises-là. Donc, pour moi, ça fait vraiment partie intégrante de mon enseignement. On vit dans une période plutôt instable, particulièrement pour ce qui est des droits acquis en matière d'équité, de diversité, d'inclusion. Euh, Comment tu vois l'action de Helios à travers ce milieu-là? Une bonne question. Pour moi, de un, juste pour commencer avec la question, je ne croyais jamais qu'en 2025, on reparlerait de DI, de ESG, puis qu'on remettrait ces choses-là en question. Soit dit en passant, moi, je croyais qu'on était rendu à une étape où qu'on avait mis les consolidations, puis qu'on améliorait la chose. Force est de constater qu'il n'y a jamais rien acquis dans la vie. C'est une grosse leçon qu'on a tous à apprendre, les entrepreneurs qui s'y frottent de près ou de loin. Après ce préambule-là, en ce qui a trait à Elios, moi, je crois que mon bout de chemin, c'est d'aider les entreprises qui ont à cœur, justement, d'aller chercher des employés différents, de mettre les critères ESG à travers leur manière de gérer leur entreprise. Puis nous aussi, chez Elios, moi, ça a toujours été, pour moi, important d'aller chercher des employés qui sont peut-être issus de la diversité ou des choses comme ça. C'est pas important du milieu dans lequel tu viens, c'est plus la manière dont tu travailles en équipe. Donc je pense que c'est tout ce petit bout de chemin-là qu'il faut faire. Mhm. Et les femmes dans tout ça, Cynthia, parce que ben on en a parlé à quelques reprises toutes les deux, mais j'aimerais ça Ça t'entendre m'étonne, ça. parce que tu es très active au niveau du réseau des femmes d'affaires du Québec. Tu as participé à des congrès de femmes chefs d'entreprise. Tu as parlé de la Grèce en début d'entrevue. Bon, et autres actions. Alors, tu sais-tu ça comment là dans ton petit univers? Ben, faut comprendre qu'au départ, moi, c'est arrivé plus tard hein, dans ma vie d'entrepreneur là, que j'ai. Parce que je crois que ma génération est très privilégiée. Là. Bien entendu, il y a des défis tout le temps, mais je crois que ma génération, quand même, on a la chance d'aller à l'université, on a la chance de ne pas avoir ces barrières-là, du moins au Québec puis au Canada. Là. Je ne vais pas parler pour partout dans le monde parce qu'encore là, c'est différent d'un endroit à l'autre.
Ce qui fait que, puis mes grands-parents puis mes parents n'avaient cesse de me répéter, on est chanceux. Nous, les femmes, maintenant, d'être rendues là, particulièrement ma grand-mère qui était née dans les années 30, qui n'avait pas eu ces chances-là, puis qui pourtant elle avait toutes les capacités pour. Donc, c'est beaucoup de pertes, ça, là, je crois, au niveau d'une population, de dire que la moitié de sa population ne peut pas entreprendre ou des choses comme ça. Donc, je l'ai eu tôt de me rendre compte de ça, mais mon implication par la suite est devenue comme naturelle. C'est comme implantée d'elle-même en parlant à d'autres femmes entrepreneurs qui l'avaient vécu. Puis je me suis dit, oui, c'est une cause qui me tient à cœur parce que j'ai cette chance-là, il ne faut pas le prendre pour acquis. On a parlé beaucoup jusqu'à maintenant de ton parcours professionnel, un peu de ton enfance. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de tes passions avant qu'on se quitte. Et je vais commencer par, justement, une passion qui, d'après ce que je comprends, n'a peut-être pas commencé à l'enfance, mais pas loin, c'est la mythologie grecque. D'ailleurs, cette mythologie-là a fait que le nom de ta compagnie, de tes compagnies, est Hélios. Alors, parle-nous-en un petit peu parce que c'est quand même assez rare que chez des jeunes et dans ton temps, c'est pas d'aujourd'hui qu'on a une passion de ce côté-là à l'âge où tu l'as commencé. Quelqu'un qui se définit comme étant pas bonne à l'école? En plus, en plus. Je vais dire des choses qui vont faire que les gens vont tout être mêlés, mais je lisais beaucoup. Je lisais à peu près un roman par semaine là, durant milieu primaire jusqu'à, mon Dieu, jusqu'au cégep. Là. Bon, à un moment donné, on n'a plus le temps de lire un roman par semaine en vieillissant puis en ayant plusieurs responsabilités. Je continue à lire, mais bon, plus autant qu'avant, malheureusement. Mais à l'époque, j'étais tombée sur l'Iliade, rien de moins. Puis j'ai commencé à lire ça, j'avais 11 ans. Ah, c'est ça, j'allais te demander à quel âge. Ouais, j'avais 11 ans et ça l'a éveillé une curiosité parce que, bon, à cette même époque-là, quand on est au secondaire, en histoire, c'est tout ce qui est les premières civilisations qu'on étudie, puis ces choses-là, pour ceux qui se souviennent de leur cours d'histoire à cette époque-là. Mais moi, ça m'avait tellement marqué de comprendre comment l'humanité était rendue là où qu'elle en est aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment creuser énormément, comprendre les religions, comprendre les grandes histoires qui étaient de tradition orale au départ, puis qui ont été relatées dans ces livres-là par la suite. Donc, j'ai développé une grande passion pour l'histoire. Puis quand, en 2012, j'ai commencé à réfléchir sur quelle entreprise je voulais une entreprise qui était éclatée, rayonnante, qui était vraiment, qui accompagnait les entreprises qui étaient vraiment lumineuses. Et je suis retournée à mes premiers amours, qui sont l'histoire, la compréhension du monde et tout. Puis je me suis dit, ben, ça représente vraiment bien ce que je veux, Helios, c'est-à-dire une entreprise lumineuse, rayonnante, etc., dans les mots que je cherchais. Et c'est pour ça qu'à l'époque, je me disais, ben, pourquoi pas? Tout est aligné. L'entreprise a vu le jour par la suite quelques années plus tard, en 2015, mais déjà en 2012, j'avais décidé que ça allait être Helios, le nom Mhm. de... Ça fait un petit moment quand même. Rapidement, avant qu'on conclue, je dois te bousculer parce que je voudrais juste que tu me dises l'importance de Frida Kahlo dans ta Oui. vie. En fait, dans mon parcours, mes études, j'ai fait un certificat en histoire de l'art après mon cégep qui était le DEC en publicité. Pourquoi? Parce que, juste pour mieux répondre à ta question, là, c'est que c'est important de comprendre le beau pour comprendre la publicité, la communication, etc. Euh, donc, moi, dès l'enfance, je commençais à m'intéresser à l'histoire, comme on le dit, et en faisant des recherches, à un moment donné, il est arrivé Frida Kahlo puis le film qu'il y a eu dans ces époques-là aussi. Et pour moi, il y a eu comme eu un écho. Frida Kahlo a vécu des choses vraiment difficiles, extraordinaires, si on pourrait le dire. Ainsi, elle a eu un accident qui lui a fait perdre une partie de l'usage de sa jambe qui, par la suite, l'a amputée. Elle est morte malheureusement très, très jeune. Elle a une petite collection. Elle a été enseignante aussi. On dirait qu'il y avait vraiment un écho dans sa vie. Puis
Je trouve que ces peintures, bien qu'elles soient rudes, représentent beaucoup ce que la douleur humaine, malheureusement. Et c'est rare des peintres qui réussissent à mettre ça en image. Donc, pour moi, Frida Kahlo, là, ça a été un coup de foudre. Je crois que je devais être au début du secondaire à cette époque-là. Puis ça a continué. Puis j'ai même eu la chance, là, justement, on parlait de première mission commerciale. Première mission commerciale était à Mexico. Ça s'invente pas. Mexico, la résidence de Frida Kahlo. Donc, j'ai eu la chance d'aller visiter là, ses maisons d'enfance puis sa maison par la suite qu'elle a Alors, partagée avec. ça t'a touché, on le sent dans ta voix, comme tu nous as touchés aujourd'hui, n'est-ce pas, Absolument, Yvan? oui. Oui. Alors, merci, Cynthia, parce que ça a été vraiment une très, très belle rencontre. On a fait un beau voyage. On aurait pu continuer, mais quand même, on va apprécier ce qu'on a eu à sa juste valeur. Il y a quelque chose de très spécial quand on t'a devant nous. On sent qu'il y a un fil conducteur, oui, dans tout ce que tu as fait, mais il y a une force tranquille chez vous, là, qui est... c'est vraiment impressionnant pour une fille de ton âge. Je l'ai dit. On peut se permettre ça. On peut se permettre ça, puis aussi dans les réalisations, c'est vraiment intéressant. Donc, on ne s'inquiète pas pour ton avenir. Je te dirais que si jamais tu sais plus quoi faire, t'es tanné, je te suggère de procurer un tarot, une boule de cristal ou en tout cas quelque chose qui permet de prévoir l'avenir parce que tu as de l'argent à faire avec ça. C'est sûr que tu as un talent pour voir ce qui s'en vient. Et j'espère que tu vas pouvoir continuer à le mettre à profit. Alors, merci à Marlène Girard, ta complice, qui a été avec toi dans l'aventure de l'Association des amputés de guerre. C'est beau de voir toute ta sensibilité aussi par rapport à des causes. Hein. Tu pourrais être, je ne sais pas si on t'a déjà qualifié de naïve un peu au niveau entrepreneurial, parce que tu as une candeur que tu gardes. On a toujours l'impression que le jeune entrepreneur, tout ce qu'il veut, c'est cash, 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 cash. Mais aujourd'hui, tu nous prouves que c'est pas nécessairement le cas. Puis ça fait du bien de voir ça. Et ça démontre, t'es une démonstration claire qu'on peut être bien ambitieux sans trahir ce qu'on est. Alors, cette entrevue-là, elle a été réalisée dans la joie, la bonne humeur et dans une conversation vraiment enrichissante par Mathieu Tessier. À la recherche et à l'animation, c'est Yvan Deslauriers et Francine Forget. Et Au-delà des limites, c'est une production de Canal M, la radio de l'inclusion. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Cynthia, et j'espère que tu as partagé ce bonheur avec nous parce que c'était un beau moment de radio. Merci beaucoup, Francine et Yvan, pour tout. C'était un échange incroyable. Puis une bonne. Je crois que pour la suite, vos invités sont vraiment privilégiés de vous avoir au Canal. Alors, si jamais on a de la misère à les convaincre, on va se servir de toi pour le faire. Alors, merci, Cynthia, et à bientôt. À bientôt.